Bonsoir à toutes et à toutes. Voici Pascal Tauban. Je suis Pierre Raphaël. Nous sommes tous les deux cardiologues de l'Institut du cœur Saint-Gatien à Tours. Merci à vous d'être présents nombreux ce soir pour ce nouveau webinaire sur la science cardiaque organisé par l'équipe eDevice Toucan, que je tiens à remercier, tout particulièrement Stéphane Gomez, Alain Gourenvec et Frédéric Volante pour leur organisation. Ce soir, nous aurons deux topos qui tourneront autour de la science cardiaque. Tout d'abord, François Maillot, qui est professeur de médecine interne au CHU de Tours et qui nous expliquera comment diagnostiquer des épisodes de décompression cardiaque secondaire des cardiomyopathies, des maladies métaboliques. Et ensuite, Patrick Jourdain, professeur de cardio, que vous connaissez probablement tous et toutes et tous, qui nous dira tout sur la télésurveillance. Pascal, je te laisse la parole pour expliquer la suite. Bonsoir à tous. Donc, après les deux topos, durant les deux topos, vous pourrez poser vos questions via l'application. Là, actuellement, vous êtes une vingtaine de participants. Donc, n'hésitez pas, tout au long des topos, vous posez vos questions sur l'onglet questions-réponses. On attendra la fin des deux topos pour sélectionner les questions et puis les poser à nos orateurs. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et de bons topos. La parole au professeur François Maillot de Tours. Et merci. Je remercie eDevice et Toucan pour l'invitation, également mes amis de l'Institut de cardiologie NCT. Donc, je vais vous parler des cardiomyopathies métaboliques. Donc, je vais partager mes diapos. Il faut juste me confirmer que vous les voyez. Oui, on les voit. Très bien. OK. Donc, je vais commencer par la première plutôt que par la dernière. Voilà, donc je suis professeur de médecine interne à Tours. On a un centre de référence de maladies métaboliques. Donc, je vais vous parler de cette thématique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Alors, juste pour situer les choses, les maladies héréditaires du métabolisme font partie des maladies rares. Donc, par définition, il y en a moins de 1 sur 2000 en ce qui concerne l'incidence. Il n'y a qu'une seule exception, c'est l'hémochromatose que vous connaissez et qui est moins rare, mais qui est quand même une maladie héréditaire du métabolisme. Donc, je ne vais pas parler de cardiopathie diabétique, des amyloses. Les amyloses, c'est un peu ambigu, ça pourrait être classé dans les maladies métaboliques, mais ce n'est pas dans la classification en réalité. Quand on regarde, alors ça concerne les maladies métaboliques, essentiellement les enfants, mais également les adultes. Donc, je ne sais pas s'il y a ici des cardiologues qui s'intéressent à la cardiologie pédiatrique, mais par exemple, en pédiatrie, là, sur une revue de la littérature qui date de 2021, il avait été noté qu'il y a 246 diagnostics de maladies héréditaires possibles qui peuvent concerner le cœur. Hein, donc, donner 246 diagnostics différents. Et quand on regarde les séries chez l'enfant, 15 à 20% des cardiomyopathies de l'enfant sont d'origine métabolique. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus simple parce que finalement, quand on regarde, il y a un nombre limité de maladies causales et je vais essayer de simplifier au maximum les choses pour votre pratique. Alors, les maladies héréditaires du métabolisme, juste pour terminer, c'est des maladies génétiques. C'est une enzyme ou un transporteur qui est impliqué dans le métabolisme humain. Alors, ça peut être le glucose, ça peut être les graisses ou les protéines, et que ce soit les voies de synthèse ou de dégradation. Il y a une erreur génétique, il y a une enzyme qui ne marche pas bien, ça bloque au niveau d'un métabolisme et ça donne des maladies. Globalement, si vous retenez ça, c'est bien. Alors, pourquoi le cœur peut être concerné? Parce que le cœur, c'est un organe qui est métabolique, comme on va dire tous les organes, mais il a une particularité, le cœur, c'est que il ne s'arrête jamais, ou alors quand il s'arrête, vous êtes bien placé pour savoir que c'est très grave, et il a besoin d'énergie en permanence. Or, sa réserve d'énergie est très faible. Vous savez que ce qui permet la contraction des fibres musculaires, hein, le cœur, c'est avant tout un muscle de 300 grammes environ. Vous avez un faible contenu en ATP et il faut que ça fonctionne tout le temps. Alors que quand vous regardez ce contenu en ATP, globalement, le cœur a une réserve de 10 secondes. Et donc, ça veut dire qu'il faut en permanence synthétiser cet ATP qui est consommé. La quantité d'ATP consommée par le cœur, c'est plus de 20 fois le poids de l'organe par jour, ce qui veut bien dire qu'il y a un besoin majeur de synthèse d'ATP.
D'où vient cet ATP? À l'état normal, à 70-90% par l'oxydation des acides gras, donc des lipides, des graisses, et 10-30% par le glucose et aussi l'acide lactique. Il y a aussi, mais c'est vraiment minoritaire, les corps cétoniques et les acides aminés qui peuvent être utilisés pour synthétiser l'ATP par le cœur, mais il faut retenir les graisses majoritairement, le glucose et le lactate. Il faut savoir que dans l'insuffisance cardiaque, il y a un switch métabolique et la part d'oxydation des sucres finalement et du lactate devient plus importante dans l'insuffisance cardiaque. C'est d'ailleurs c'est une voie thérapeutique qui est explorée. Alors, quand on regarde les cardiomyopathies métaboliques, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir de tout finalement, hein. Des cardiomyopathies hypertrophiques, des cardiomyopathies dilatées, des aspects de non-compaction du VG, des arythmies, des valvulopathies, des atteintes vasculaires aussi. Mais en fait, nous, aujourd'hui, comme on est dans une thématique d'insuffisance cardiaque, je vais me concentrer sur les deux premières, les cardiopathies hypertrophiques et dilatées. Alors, je vais commencer par essayer de définir quand est-ce qu'il faut y penser. Alors, il y a un contexte, souvent. Je vous ai dit, c'est majoritairement chez les enfants. Ça peut être chez les sujets adultes également. En général, les cardiomyopathies métaboliques, comme les autres maladies métaboliques, c'est surtout des adultes jeunes, mais c'est là qu'il y a un piège, pas uniquement. Et nous récemment, on a un article qui vient d'être accepté où on a regardé les diagnostics, alors pas simplement cardiologiques, hein, les diagnostics de maladies métaboliques dans tout venant, chez les sujets de plus de 65 ans, et on a trouvé un grand nombre de publications qui relatent des cas de sujets finalement âgés qui révèlent des maladies métaboliques, alors avec souvent des retards diagnostiques très importants. Et pour vous dire, le diagnostic numéro 1 qui ressort dans notre article, c'est la maladie de Fabry, qui, vous le savez, a une composante cardiaque. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se limiter aux enfants, aux adolescents et aux adultes jeunes. Il faut savoir garder l'esprit ouvert et ça peut se diagnostiquer à tout âge. Ce qui peut bien entendu vous orienter aussi vers ce type de maladie, vers un contexte génétique, une ambiance génétique, c'est les antécédents familiaux. S'il y a des cas dans la famille, eh bien sûr, on va tout de suite penser à une maladie héréditaire. S'il y a une consanguinité parentale, vous savez que ça multiplie les risques, ça augmente les risques de maladies génétiques. Donc là aussi, dans ce contexte, on peut s'orienter devant une cardiomyopathie, devant une cause génétique et donc métabolique. Lorsque vous avez des évolutions par poussée aiguë qui ont été favorisées par exemple par les contextes infectieux, parfois banals, le jeûne prolongé, eh bien là aussi, ces évolutions par poussée aiguë avec des facteurs déclenchants, ça peut être très évocateur de maladies métaboliques, mais on peut aussi avoir des évolutions qui sont complètement chroniques et pas simplement par poussée aiguë. Où j'insiste surtout, et pour moi c'est la clé du diagnostic, quand est-ce qu'il faut penser à ces maladies, c'est les signes extracardiaques. Alors bien sûr, il y a des particularités cardiaques, je vous montrerai 2-3 trucs, mais pas trop parce que j'ai peur de dire des bêtises devant les cardiologues. Donc je vais surtout me concentrer sur les aspects extracardiaques. Mais quand il y a une espèce d'ambiance systémique, hein, eh bien, ça peut être évocateur. Ça peut être des anomalies biologiques aussi, un lactate augmenté, en dehors de situations de choc, bien entendu, une hypoglycémie, etc. Tous ces petits signes, des fois, on n'y fait pas attention. Et si on a une approche syndromique, clinico-biologique, on peut se dire, tiens, ce n'est pas une cardiomyopathie banale, il y a des signes extracardiaques, donc il faut que j'aille un peu gratter tout ça. Ça, c'est vrai pour les maladies métaboliques, c'est vrai aussi pour d'autres maladies systémiques. Mais là, on parle de métabolisme. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Là, par exemple, vous voyez, alors, c'est de la dermatologie, hein, ça s'appelle des angiokératomes. Ils sont situés autour de l'ombilic, et ça, c'est typique de la maladie de Fabry. Donc, quelqu'un qui se présenterait avec une CMH et des angiokératomes comme ça, eh bien, on pourrait tout de suite, assez vite, penser à la maladie de Fabry. Les angiokératomes peuvent être aussi sur les fesses, au scrotum, ça c'est moins évident de regarder, mais enfin, globalement, ça peut être un signe d'appel. Là, sur l'image au milieu, c'est une patiente, alors c'est pas la meilleure photo, je suis désolé, mais en fait, si on regarde bien, elle a une amyotrophie, là, vous voyez, des fesses et les membres inférieurs sont très grêles, et elle a cet aspect de lipomatose qui est un peu particulier. C'est une photo qu'on a publiée cette année, là. Et en fait, donc il y a une myopathie, il y a une lipomatose, et c'est une dame qui a une cardiomyopathie dilatée assez sévère, et en fait, elle a une maladie mitochondriale. Hein, ça fait partie du spectre. Et puis, bien entendu, je signale aussi, dans les organes,
auquel il faut s'intéresser, c'est le cerveau, parce qu'il y a beaucoup de troubles neurologiques dans les maladies métaboliques, il y a des AVC dans la maladie de Fabry. S'il y a un contexte de retard intellectuel, ça peut aussi vous ouvrir ces hypothèses diagnostiques. Alors, pour vous, cardiologues aussi, là, je vais être très prudent dans l'interprétation, mais en fait, l'imagerie cardiaque aussi, hein, j'insiste moi sur les signes extracardiaques, bien entendu, mais l'imagerie peut déjà apporter des signes. Il y a un truc un peu particulier, si j'ai bien compris, c'est que les CMH ont plutôt tendance à être concentriques dans les maladies métaboliques, pas toutes, hein, je crois que la Fabry c'est différent, mais globalement, là vous voyez c'est une maladie mitochondriale avec une CMH concentrique. C'est une patiente qui a été diagnostiquée récemment par mon collègue le docteur Adrien Bigot au CHU de Tours qui m'a passé les diapos. Donc voilà un exemple. Et puis vous connaissez bien sûr le truc qui fait la différence dans le diagnostic de la Fabry, c'est cette histoire de T1 mapping en IRM qui montre des aspects finalement d'hypo, je ne sais pas comment on dit, densité dans la maladie de Fabry. Et d'ailleurs, on peut s'en servir, c'est ce que montre cette diapo, pour juger de l'efficacité du traitement, où on voit que finalement l'imagerie cardiaque s'améliore, ce T1 mapping s'améliore sous traitement. Alors après, les signes extracardiaques. Alors, n'ayez pas peur de ce tableau, parce qu'il y a des maladies que j'ai citées. Moi, je suis tout à fait d'accord d'ailleurs pour, s'il y a une possibilité, d'envoyer le PDF des diapos. Mais globalement, moi, j'ai deux tableaux comme ça, et moi, si je veux qu'on soit efficace, ou que vous soyez efficace, je retiendrai 3 maladies. La maladie de Fabry, avec donc cette cardiopathie hypertrophique, le PR court, c'est un bon signe aussi, ou les syndromes d'hyperextabilité qui peuvent être intéressantes, et puis les douleurs acrales, donc ça veut dire des extrémités, les angiokeratomes, des gens qui ne transpirent pas bien, ça c'est les signes systémiques, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie liée à l'X, mais les femmes peuvent être symptomatiques. Après le diagnostic, ça nous regarde. Ça veut dire que si vous avez un patient comme ça, avec ce type d'HVG, ces signes systémiques, nous, on peut l'explorer. Les maladies mitochondriales, alors surtout, ça vaut le coup. Je reviens sur la maladie de Fabry parce qu'il y a un traitement efficace. Il y a même plusieurs traitements efficaces. Les maladies mitochondriales, c'est des cardiopathies hypertrophiques, mais on a aussi de temps en temps des cardiopathies dilatées. Les signes systémiques, c'est surtout des atteintes musculaires, des endocrinopathies, des maladies du foie, néphropathie, c'est assez rare. Rétinique pigmentaire, c'est difficile de la trouver. Enfin, déjà, si on est dans un contexte comme ça, avec des myopathies, eh ben, ça peut être intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le dépister très facilement, avoir une idée avec le lactate qui est un peu augmenté. Attention, le lactate, s'il n'y a que le cœur qui est touché, il y a une production de lactate qui est trop forte par le cœur, mais elle va se diluer dans la circulation, donc ce que vous avez mesuré dans le sang va être normal. En revanche, si vous avez une myopathie associée, le lactate va être élevé. Et les modes de transmission, eh ben, ils sont très variés. Ce qui est évocateur souvent, c'est quand il y a des cas qui sont dans la famille maternelle, parce que l'ADN maternel est hérité de la maman. Alors, toutes les maladies mitochondriales ne sont pas liées à des mutations de l'ADN mitochondrial, mais quand même, c'est évocateur. Après, les autres maladies sont plus anecdotiques, du moins chez l'adulte. Hein. Si on parlait de l'enfant, j'inciterais sur la maladie de Danone, maladie de Pompe, etc. Parce que la maladie de Pompe, vous en avez souvent entendu parler, je pense, mais la cardiomyopathie, c'est chez l'enfant, pas chez l'adulte. Là, c'est d'autres maladies aussi, et je vais juste revenir sur l'hémochromatose, hein, qui donne aussi des cardiopathies hypertrophiques. Et là, ben, les signes périphériques, c'est une hépatopathie, le diabète, des arthralgies. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en général, les hémochromatoses, elles sont diagnostiquées plus tôt que ça. C'est rare qu'on voit des cardiopathies, mais ça peut encore arriver chez des gens qui ne sont pas observants, pas suivis, etc. C'est des modes de transmission récessive. Et finalement, là, c'est le bilan martial pour essayer de montrer une surcharge en fer qui va orienter. Si je pouvais résumer des examens de biologique, de débrouillage qui peuvent déjà orienter, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la glycémie, le lactate,
un bilan hépatique, s'il est très perturbé, ça vaut le coup de se poser des questions sur qu'est-ce qui perturbe et le cœur et le foie, le coefficient de saturation de la transférine pour la surcharge en fer, et puis dans les situations aiguës, dans les grandes décompensations cardiaques, alors ça c'est compliqué parce que tous les centres ne le dosent pas, pourtant c'est très rentable, c'est de doser l'ammoniémie parce que ça peut nous indiquer aussi certaines maladies, alors dont je n'ai pas parlé là, mais qui sont quand même intéressantes en situation aiguë. Donc en fait, en cas de suspicion de maladie de cardiomyopathie métabolique, je dirais vous avez une CMH, une CND, des sinestra cardiaques, plus ou moins des signes biologiques. Si vous avez ça, moi je proposerais que vous nous appelez. On a un centre de référence, on est là pour ça. Et nous, on prescrira les explorations spécialisées et on vous donnera pour certaines étiologies la conduite à tenir en urgence s'il y a besoin. Si vous voulez, dans les questions, je pourrais vous parler des explorations qu'on fait pour diagnostiquer telle et telle maladie. Voilà. Je vous remercie de votre attention et donc je serai ravi de répondre à vos questions. Merci bien et bravo pour ce topo extrêmement éclairant qui nous montre bien qu'il faut chercher au-delà de la simplicité. Je crois que ça, c'est vraiment l'élément important. Et donc, au-delà du bilan initial et en tout cas de l'orientation initiale, moi, je vais vous parler de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque. Et ce qui m'a semblé important de vous dire, c'est qu'on a passé un stade, puisqu'actuellement, on peut le voir comme étant un traitement à part entière. Et c'est vraiment l'élément clé qu'il faut garder en tête. Alors, mes liens d'intérêt, les voilà. Donc, et pour la petite vie, comme l'a dit Pierre tout à l'heure, donc moi je suis cardiologue spécialisé dans l'insuffisance cardiaque et également à la base de la création de toutes les expérimentations étapes sur la télémédecine du temps d'une de mes anciennes vies au ministère de la Santé. Alors, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que l'insuffisance cardiaque, c'est un défi qui est toujours face à nous. C'est ça qui est véritablement important et que, au total, quand on regarde dans la partie gauche de la diapo la prévalence de l'insuffisance cardiaque dans le monde, c'est simple, ça va être beaucoup dépendant de l'âge moyen de la population, mais en gros, retenez que on est entre 2 et 4% sur l'ensemble de la population et que chez les patients de plus de 75 ans, on est à plus de 10% des gens qui vont être atteints d'insuffisance cardiaque et ce de plus en plus. Alors d'une part parce que on le détecte plus facilement, alors avec l'accès à l'écho, avec effectivement dans certains cas le dosage du BNP, on en discutait tout à l'heure, et puis également parce qu'on prend plus en charge le patient âgé. Autre élément important dans la partie droite, c'est l'évolution de la médiane des traitements dans l'insuffisance cardiaque au fil des années. Et vous voyez que dans les études qui ont été présentées, entre 2017, on était à peu près à 7 000 € en fait pour l'insuffisance cardiaque, en fait, enfin là, aux 7 000 $, pardon, plutôt en prise en charge. Et vous voyez que dans les études les plus récentes, on est au-delà de 15 000. Donc, il y a une augmentation à la fois des hospitalisations et des traitements. Nous ne le voyons pas en France pour la partie hospitalisation, pour la bonne raison que nous sommes payés au forfait. Mais le vrai tarif, c'est ça, c'est-à-dire, en gros, entre l'inflation et le reste, maintenant, on est à peu près à 2 fois ce qu'on dépensait il y a quelques années. Et puis le deuxième élément, vous le connaissez bien, c'est le déséquilibre entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on voit bien, il y a des endroits où on a beaucoup de patients et peu de cardiologues, ou inversement. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à identifier les patients chez qui on va faire porter au maximum nos efforts, en disant finalement un patient stable, il peut rester dans la même position, il peut être suivi de façon un peu basique. Un patient un peu instable, il faut qu'il soit surveillé de façon plus fine. Alors, on l'a dit tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie coûteuse et surtout quand on le compare à d'autres maladies. Vous voyez, ici, c'est une comparaison entre l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, l'infarctus, dont on parle beaucoup, l'accident vasculaire cérébral, la maladie périphérique. Et vous voyez que c'est dans ces différents pays, à chaque fois, l'insuffisance cardiaque est la maladie qui coûte le plus en coûts cumulés au fur et à mesure du temps. Vous voyez, là, ici, on est à 12 mois. Donc, 12 mois du début, vous voyez la différence. Et effectivement, l'insuffisance cardiaque est une maladie qui coûte très cher. Alors, de même, quand on s'intéresse maintenant à l'impact des progrès thérapeutiques, vous allez me dire, avec les progrès, avec les nouveaux traitements, il y a véritablement un changement sur la prise en charge des patients. C'est vrai. Mais regardez de façon assez intéressante, ici, vous avez 3 catégories. En rouge, c'est la mortalité intra-hospitalière. Ça s'améliore de façon très, très, très importante au fil des années. Vous voyez, ici, on est entre 2005 et 2017.
Vous voyez ici, on a la mortalité à 30 jours après la sortie. Quasiment pas de changement. Regardez ici, c'est le taux de réadmission à 30 jours après la sortie. Vous voyez qu'ici, on est aux alentours de 23%. Donc, ce qui veut dire qu'un patient sur 4 va être réhospitalisé dans le mois qui suit sa sortie et que ça n'a pas bougé en 12 ans. Alors, bien sûr, on peut être parfait, vous pouvez suivre les recommandations dans tous les sens, utiliser des plans comme ça dans vos cliniques. En pratique, ce n'est pas la vraie vie. Pourquoi? Ce d'autant plus que, en fait, cette qualité, on doit la maintenir chez un patient qui va être ambulatoire, qui va être probablement moins bien suivi qu'en intra-hospitalier, qui aura moins accès aux médicaments. Et ça pose véritablement un problème. Parce qu'un insuffisance cardiaque un jour, c'est un insuffisance cardiaque toujours. Alors en vérité, on ne progresse pas et que en plus, quand on regarde ici au fil des années sur les pathologies, les traitements que vous connaissez bien, les glyphosines, les ARNI, les IEC, les bêta-bloquants et les MRA, quand vous regardez combien de patients sont à la dose la plus optimale, vous voyez ici, c'est ceux qui sont en vert foncé. Ici, vous regardez 0 et là, c'est 12 mois après l'initiation du traitement. Mais regardez aux États-Unis, en Suède ou au Japon, on est très en deçà de ce qu'on devrait. Alors, bien sûr, pour les glyphosines, c'est facile, il n'y a qu'une dose, donc on est forcément bien, mais tous les autres où il faut travailler, eh bien, vous voyez que ça reste encore très en deçà de ce qu'on devrait. Et en particulier chez les États-Unis qui dépensent énormément dans leur santé, vous voyez que les résultats sont très moyens. Alors, en pratique, c'est vrai que ce qu'on a essayé de faire dans les années 80, le tout partout chez tout le monde, c'est plus soutenable. Et vous le savez bien, actuellement, ça nécessite pour nous, du fait des temps d'attente, d'arriver à identifier précocement quel est le patient qui a besoin véritablement d'un support urgent de celui qui peut attendre. Et le côté de dire, je vous vois tous les 3 mois, je vous vois tous les 6 mois, en fait, ça n'a plus tellement d'intérêt, sauf si vous n'optimisez pas le traitement. Et donc, il faut identifier ce patient à risque pour focaliser la prise en charge, le patient instable versus le stable, patient non adhérent versus patient adhérent, patient en capacité d'autosurveillance versus celui qu'il faudra particulièrement surveiller et celui qu'il faut titrer. Et la vraie question, c'est finalement dans ce cadre-là de prise en charge globale du malade. Qu'apporte la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque aux cliniciens? Premier élément, qu'est-ce que la télésurveillance? Alors, je sais que vous le savez, mais j'aime bien revenir à ces fondamentaux-là. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand il a fallu se poser la question de quel système de télémédecine on allait mettre en France, on aurait très bien pu dire on va faire un truc très compliqué avec 18 trucs, etc., en disant ça sera sûrement parce que c'est le plus cher, le plus efficace. L'alternative a été de dire non, on va faire confiance aux cardiologues et aux industriels et on va dire surveillez au minimum le poids et les symptômes et vous rajoutez tout ce qui vous semble important. Alors, par exemple, dans le cadre d'e-Device ou de Toucan, ça a été d'associer un élément qui surveillait la fréquence de la saturation. Ça peut être effectivement d'autres éléments que vous allez mettre. Et moyennant quoi, on a dit simplement, on va partir sur l'idée qu'on va rembourser par la sécurité sociale la télémédecine puisqu'on commençait à avoir des preuves que ça marchait. 2 philosophies de système, se centrer sur le patient connecté ou connectable, et les systèmes basés sur les objets connectés. Alors, la différence, c'est que d'un côté, il faut que le patient soit absolument compliant, et le deuxième, c'est de dire que quand vous lui fournissez un outil, cet outil, il est bien calibré, donc quand votre patient prend du poids, vous êtes sûr qu'il prend du poids. Et donc, voilà comment ça fonctionne sur le système Toucan Pulse. Vous avez le monitoring du poids et des symptômes qui est régulier. Vous avez la balance, vous avez le petit appareil de transmission et vous avez l'ordinateur sur lequel les éléments arrivent. Et vous avez effectivement ce saturomètre. Et je suis particulièrement fier de dire que, ayant eu la chance de faire partie de cette aventure avec Pierre-Raphaël au tout début et puis avec notre défunt ami Yves Julière, là, on peut dire que véritablement, ça a été une synergie entre industriels, cardiologues et puis surtout, j'allais dire, médecins de terrain et médecins de l'humain. Alors, maintenant, vous allez me dire, oui, d'accord, mais tout ça, c'est de l'émotion, mais est-ce qu'on a des preuves que tout ça, ça peut marcher? Premier élément, est-ce que la télésurveillance est perçue comme positive par le patient? La réponse, c'est oui. Et là, en l'occurrence, vous voyez, le patient, où on a toujours l'impression qu'il n'est pas tellement impliqué, là, on a quasiment plus de 99% des gens qui nous disent « Oui, je trouve que c'est simple, que c'est rapide, que c'est réassurant et que c'est utile. » Et plus d'éléments intéressants, c'est que c'est motivant pour le patient. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que le patient soit tenu au courant des résultats. Lumière verte,
enjoy, profitez de votre journée, lumière rouge, ah, il faut faire quelque chose. C'est ça qui va être véritablement important et que, en fait, cet outil de télésurveillance, c'est un outil de motivation du patient qui, au final, doit devenir notre meilleur collègue. L'autre élément, c'est de se dire, finalement, je prescris une télésurveillance parce que mon patient est un peu instable. J'aimerais bien être sûr que si j'ai pas d'alerte, il se passe rien. Valeur prédictive négative de 99,4. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'alerte, il ne se passe rien. Vous êtes tranquille. C'est comme avoir un BNP à moins de 50. Globalement, vous savez que votre patient a très peu de risques de faire quelque chose et donc vous dormez sur vos deux oreilles. Après, le deuxième élément, c'est de se dire comment ça marche pour détecter des décompensations. Et ça, c'est intéressant parce que nos amis allemands ont fait 2 études consécutives. La première, c'était véritablement Timetchef. Timetchef, effet plutôt neutre. Ils n'arrivaient pas à montrer véritablement un effet très important d'une télémédecine très compliquée, 24/24, des équipes infirmières, etc. Et là, ils se sont dit, on va trier, on va prendre les patients qui ont tendance à être compliants. Ceux qui sont sévères, mais pas trop, ceux qui sont symptomatiques, ceux qui ne sont pas dépressifs. Et dans ce cadre-là, ça marche. Vous avez un effet sur la mortalité cardiovasculaire. D'autres fois, pour contourner ce côté compliance, l'idée a été d'utiliser des éléments qui vont être implantables. Et en particulier, vous avez l'étude Champion, donc, qui a été faite en 2011. Vous voyez qu'on est quand même assez longtemps maintenant, quasiment 15 ans, qui était une étude randomisée chez des patients sévères, stade NYHA3, chez qui vous mesuriez en permanence les pressions dans l'artère pulmonaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous réadaptiez en permanence le traitement. Et là, ça marche. Pourquoi? Parce que patient compliant, mesure de pression, mais qu'est-ce qu'on adapte là? On n'adapte que les diurétiques. Or, ces diurétiques ne vont pas avoir d'effet au long cours, à la différence des autres systèmes de télésurveillance. Et vous voyez, autre étude, l'étude InTime, là on va randomiser en 2 groupes et on va regarder finalement est-ce qu'il y a un élément qui nous permet de dire finalement est-ce que ça va aider à avoir moins de patients graves. Et effectivement, ça marche bien avec un effet sur la mortalité et un effet sur les réhospitalisations. Et comme on le disait, l'étude Timetchef 2 marche très bien. Alors, autre élément, ça a été de réfléchir à un peu dans le monde entier ce que ça pouvait donner. Et ceux qui sont très en avance là-dessus, c'est nos collègues espagnols en particulier, qui ont fait l'étude Hermès, qui a été présentée en 2023, et qui montre un effet majeur, une réduction de 59% du risque relatif, ce qui est un élément extrêmement important. Alors, qu'ont donné les premiers programmes français? Un des premiers programmes français qui a été présenté, ça a été effectivement tous les éléments qui ont été faits dans l'étude OSICAT, où on a effectivement un effet qui ne va pas être sur l'ensemble de la cohorte. Là, c'était avec le système Cordiva qui était un peu différent, qui était ensuite repris par Air Liquide et qui a maintenant disparu. Par contre, ce qu'on avait, c'est que chez certains patients, et en particulier les plus sévères, et chez les patients adhérents, vous aviez un effet qui était significatif. Ce qui veut dire que OSICAT, la télémédecine dans l'ensemble de la cohorte, pas d'effet, mais chez les patients classe 3, classe 4, chez les patients adhérents, ça marchait bien. Et puis, dernière ESC, l'étude de Newcart qui a montré un effet très limite sur effectivement un effet pour diminuer des tests de mortalité chez des patients sévères. Enfin, autre élément un peu spécifique, en particulier pour nos collègues normands, c'est l'étude SCAD qui s'est intéressée en fait à un dispositif qu'on appelle alternative de télésurveillance, où le patient était télésurveillé un peu par une nouvelle version du Minitel, où le patient pouvait rentrer ses données, il y avait une infirmière qui le rappelait, qui était en particulier une infirmière positionnée dans les CH, et là, dans cette étude observationnelle, vous avez un effet favorable, encore une fois, de cette télémédecine, mais toujours avec une mauvaise adhérence associée à un risque accru d'événements. Alors si maintenant on regarde les méta-analyses qui vont regrouper 65 études, 23 000 patients, âge moyen 68 ans, patients tout à fait classiques comme vous avez, eh bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous avez une réduction du risque relatif, c'est-à-dire finalement vous avez gagné 15% de mortalité toute cause. Vous avez gagné encore plus, donc on va dire 22% de risque d'une réhospitalisation. Et vous voyez que le nombre d'hospitalisations globales a diminué. Et donc, ça veut dire que vous avez un effet significatif de la télémédecine. Et puis, vous le savez, 2024, présentation de l'étude Télésat,
En fait, là, c'est une étude sur le SNDS, c'est-à-dire le système d'analyse de la sécurité sociale, où vous ne tirez pas au sort, vous analysez, vous observez. D'un côté, ce qu'on appelle les patients qui sont standard of care, c'est-à-dire les patients qu'on soigne tous les jours, et d'un autre côté, des patients qui ont été pris en charge en télémonitoring. Et vous comparez l'évolution de ces deux groupes. Mes patients de la vie courante, puisqu'on est parti sur le registre de la sécurité sociale. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réduction du risque de mortalité de 36% et vous voyez un effet positif dans tous les sous-groupes. Alors, maintenant qu'on se dit, ça marche pour le patient, qu'est-ce que ça fait finalement tous ces programmes de télémédecine pour un État? Par exemple, on peut avoir comme ici une étude brésilienne, ça peut être également d'autres études, où on va comparer en fait simplement ici pour l'expérience de vie, ici pour ce qu'on appelle la quali, c'est-à-dire les années de vie en bonne santé. Ici, vous avez une colonne qui va être combien ça coûte, ici comment ça fait d'effet. Si vous êtes dans ce carré-là, ça veut dire que vous êtes plus cher, mais plus efficace. Si vous êtes dans ce carré-là, vous êtes moins cher, mais moins efficace. Eh bien, on s'aperçoit de quoi? C'est que globalement, la télémédecine, elle est du côté plus efficace et de façon intéressante, elle est très souvent associée à un côté moins cher. C'est-à-dire que à travers la diminution des hospitalisations, on va économiser de l'argent. Et c'est pour ça que les recommandations de l'ESC disaient on peut utiliser de la télémédecine non invasive pour les patients en insuffisance cardiaque pour réduire en fait le risque de réhospitalisation et de décès cardiovasculaire. C'est une classe de B, mais en dehors de nos cas fantastiques, c'est ce qu'on utilise de façon habituelle. Et très intéressant, c'est que globalement, on sait qu'il va falloir toujours avoir une thérapeutique intensif d'initiation et de suivi des patients. Et moi, très clairement, j'utilise la télésurveillance pour me permettre d'améliorer le traitement de mes patients. Pourquoi? Parce que mes patients étant suivis, je vois bien celui qui ne tolère pas le traitement. Je vois bien celui qui est moins bien. Je vois bien celui qui prend bien son traitement parce que sa fréquence cardiaque va évoluer. Je vois bien le patient qui ne va pas tolérer la montée des bêta-bloquants en reprenant du poids. Et donc, ça me permet d'optimiser mieux le traitement de mes patients. Alors, maintenant, si on regarde rapidement comment on est passé d'étape au droit commun, eh bien, les critères d'inclusion sont tout à fait identiques. C'est-à-dire que du moment que vous avez un patient qui a été hospitalisé pour une poussée d'insuffisance cardiaque, mais même en hôpital de jour, ou un patient qui est symptomatique avec un BNP supérieur à 100, un NT supérieur à 1000. Alors, pourquoi ces choix-là? Parce qu'en deçà, le risque d'hospitalisation était de moins de 5%. Donc, globalement, on savait qu'il n'y avait pas de possibilité d'avoir de la télémédecine utile. Le deuxième élément, c'est quel système on peut utiliser. L'important, c'est toujours de mesurer le poids, les symptômes. Et puis après, ce qu'il faut, c'est avoir un système qui va évoluer vers un CE médical, parce qu'à terme, il faudra que tous ces systèmes soient agrégés, analysés. Et c'est ce que, effectivement, a lancé dans un gros programme de recherche eDevice. Enfin, en termes de paiement, ce qui avait été proposé initialement, c'est 220 € par an pour le cardiologue qui fait la télésurveillance, 120 € soit pour le cardiologue, soit pour l'infirmière qui faisait l'accompagnement thérapeutique. Maintenant, en socle, ce qui était parti, c'était sur l'idée de 340 € par an, mais payé de façon mensuelle. Pourquoi de façon mensuelle? Parce que jusqu'à présent, si votre patient arrêtait la télémédecine ou décédait au bout d'un jour de télémédecine, eh bien, la sécurité sociale vous payait 6 mois. C'était quand même un peu cher payé. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont passés à un élément plutôt mensuel. Et donc, vous pouvez, comme ça, prescrire de la télésurveillance. Et maintenant que c'est rentré en commission paritaire, ça veut dire que c'est remboursé comme de la consultation, comme de l'échographie dans la vie courante. Alors, autre élément, initialement, on prescrivait 6 mois. Maintenant, on prescrit de façon mensualisée, mais vous pouvez prescrire de 1 mois à 6 mois. Vous mettez plusieurs actes sur les feuilles de sein, comme pour les kinés. Alors, autre élément, l'accompagnement thérapeutique. Initialement, vous étiez rémunéré pour. Maintenant, on suppose que ça fait partie du soin. Alors, pourquoi c'est comme ça? C'est parce que la sécurité sociale ne souhaitait pas rembourser de l'éducation thérapeutique. Vous les connaissez bien. Alors maintenant, la question, c'est qui doit gérer les alertes? En pratique, ce qui est important, c'est que toujours, il a été dit, les alertes, c'est du médical, c'est la responsabilité du médecin. Il peut y avoir un traitement des fausses alertes par l'industriel ou par une infirmière. C'est quand, par exemple, votre patient s'est pesé avec sa valise. Ça, c'est pas obligé que ce soit le médecin qui gère. Par contre, si votre patient a une poussée d'insuffisance cardiaque, c'est le médecin qui est toujours responsable de la gestion des alertes et des événements. Mais je vais vous dire,
depuis que j'ai des patients en télémédecine. En fait, je suis beaucoup moins dérangé par mes patients. Pourquoi? Parce que quand il y a quelque chose, on l'anticipe. Et donc au début, faut un peu se former, il faut un peu former vos patients, mais après, c'est royal. Alors attention, il faut toujours prévenir votre assurance que vous faites de la télémédecine. Vous n'aurez pas de surcoût, mais il faut le faire. Si vous ne le faites pas, vous pourriez ne pas être couvert. C'est la personne morale, alors en cabinet libéral, ou le directeur de la structure des soins si vous êtes en hôpital ou en CHU, qui doit remplir en ligne une demande pour avertir l'ARS. Et il faut une permanence de soins. C'est-à-dire que les week-ends, jours fériés, vacances, il faut vous organiser. En pratique, comme dans l'insuffisance cardiaque, on a à peu près 5 à 7 jours pour se retourner. Globalement, vous inquiétez pas pour les week-ends et jours fériés. Dans ce jour-là, je ne vérifie rien et vous n'êtes pas obligé de le faire de façon quotidienne. Il faut se connecter 2 fois par semaine. Par contre, si vous prenez 3 semaines de vacances d'affilée, il faut forcément, par l'intermédiaire de l'industriel, qu'il y ait un collègue qui puisse accéder aux données et qui puisse gérer vos patients pendant ce temps-là. Alors en France, on a de la chance. On a de la chance parce que nos solutions de télémédecine sont remboursées. Et comme je vous le disais, le socle, c'est 28 € par mois par patient. On va dire une consulte, en plus de vos consultes. Et si votre patient a plus de 80 ans, la moyenne d'âge c'est 79, et où il a au moins une comorbidité, où il a moins de 80 ans avec au moins 2 comorbidités. Je vous rappelle, l'insuffisance cardiaque, il a en moyenne 7 comorbidités. Dans ce cas-là, c'est 56 € par mois par patient, mais c'est surtout le cas pour tous vos patients hospitalisés dans les 30 derniers jours. Si jamais votre patient est encore plus complexe ou a eu un choc cardiogénique ou un syndrome cardio-rénal ou une insuffisance cardiaque réfractaire, c'est-à-dire un patient qui va être sous assaut diurétique ou une cardiopathie restrictive, dans ce cas-là, c'est 70 € par mois par patient. Ce qui correspond à des sommes importantes puisque ça correspond à 2 consultations en plus de vos consultations habituelles. Alors, tout cas, j'allais dire, pour faire simple, c'est la solution simple. C'est moins d'1 minute chaque jour pour les patients, un algorithme décisionnel qui est performant et surtout personnalisable, parce que vous savez que chaque patient est différent. C'est simple pour les patients et un taux d'observance qui est élevé à plus de 80% chez les patients de plus de 80 ans. En fait, le patient va se peser, va rentrer les données, c'est parti uniquement grâce à une puce, et vous l'avez ensuite sur votre ordinateur. Alors, tous impliqués, pourquoi? Parce que vous, votre télésurveillance, vous la faites par l'intermédiaire de votre interface web ToucanPulse, où vous pouvez vous connecter, j'allais dire de partout, avec une double authentification ou alors avec votre carte CPS. Le patient, lui, il voit bien ce qui se passe, parce qu'il a un voyant et un son. Pas d'alerte, enjoy, il passe une bonne journée. Sa femme aussi. Si jamais c'est rouge, ça veut dire qu'il doit contacter son équipe médicale. Encore une fois, la télémédecine n'a pas le rôle de laisser le patient passif, ça doit le rendre actif. Et puis, ce qui est une spécificité, c'est que là, vous avez des filtres et des algorithmes transparents et ajustables pour le professionnel. C'est-à-dire que pour l'acteur de l'équipe soignante, vous savez, finalement, vous avez vos éléments quand vous filtrez sur votre élément informatique, les patients avec nouvelles alertes, les patients à consulter, les alertes de non-transmission, le patient qui n'a pas transmis ces éléments, ça peut être inquiétant. Et puis, vous avez également un algorithme décisionnel dont vous savez les éléments. C'est pas du hasard, c'est pas des trucs compliqués avec 50 facteurs. C'est écrit. Et vous savez exactement ce qui va avoir donné l'alerte. Alors, j'allais dire, pour faire simple, vous utilisez des peptides natriurétiques pour vos patients. Alors, utilisez la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque parce que ne pas la proposer à ces patients-là, et vos patients sont toujours à risque, c'est attendre qu'il se passe quelque chose ou alors que dégringole de la corde. Je vous remercie et encore une fois, laissons la chance et rentrons dans le futur. Merci Patrick pour ce topo. Tes explications toujours aussi claires, pertinentes, et après t'avoir entendu, il est difficile de ne pas se mettre à la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque. Tu es toujours aussi passionné comme il y a une dizaine d'années quand on a travaillé sur ce sujet. Je vais laisser la parole à Pascal qui a quelques questions pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à continuer à poser des questions pendant ces quelques minutes qui nous restent. Merci pour ces excellents topos. Je vais commencer à chaud pour une question pour Patrick. N'hésitez pas par ailleurs à poser vos questions. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, alors n'hésitez pas, vous avez encore un peu de temps pour les poser. Patrick, que penses-tu de la télésurveillance adaptée au sujet âgé? Tu nous donnais un exemple d'étude avec du déclaratif de la part des patients avec parfois une mauvaise adhésion qui peut avoir des conséquences malheureuses sur leur santé.
Donc, ça nous paraît très optimisé avec un système qui, d'une part, est simple et d'une autre part, un système pour le patient qui ne doit pas avoir accès à Internet ou autre, sans connexion, uniquement avec un téléphone qui passe. En fait, si tu veux, moi, ce que je dirais, ce qui est important, et on le voit tous dans nos consultes, hein, le patient, plus il est âgé, plus il faut le convaincre. C'est-à-dire que lui convaincre que, en fait, pour lui, ça lui évitera de venir à l'hôpital à minuit, d'attendre 18 heures aux urgences sur un brancard, alors bien sûr pas chez Pierre, mais voilà, en général, et puis d'aller ensuite dans une chambre à 3 lits où il va attendre la visite de l'interne. Voilà, et donc moi j'explique à mes patients, c'est simple, c'est comme l'airbag de votre voiture. Quand vous prenez votre voiture, vous n'avez pas le débrancher. Bon, après, encore une fois, ce qui est intéressant et que je vois, c'est que ceux qui me posaient le maximum de problèmes, c'est justement les patients âgés. Pourquoi? Parce que c'est eux qui voulaient pas venir à l'hôpital, qui géraient tout seuls, qui prenaient pas leur médoc, enfin voilà. Et là, depuis que je les ai convaincus à chaque fois, en fait, ça marche bien. Après, par contre, il faut être vigilant. Un patient qui n'est pas adhérent, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à convaincre, il faut lui arrêter la télémédecine. Voilà, c'est tout, c'est comme les autres. Mais en tout cas, quand ils sont convaincus, ça marche très bien. Et moi, comme je leur dis, bah, vous voyez, il n'y a que rien, c'est comme un feu rouge ou un feu vert. Feu vert, super, vous pouvez regarder la télé, feu rouge, faut nous appeler. Et en fait, le patient, il comprend bien, et surtout à partir du moment où il comprend ce à quoi il a évité. C'est-à-dire que nous, on dit à nos patients, avec ça, vous allez éviter de venir à l'hôpital. Le patient ne vient pas à l'hôpital, mais il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a évité. Moi, je lui dis, vous savez, par rapport à votre état de santé, quand on s'est vu il y a 6 mois, en fait, vous auriez déjà venu 2 fois à l'hôpital, voire vous êtes déjà mort 1 fois, en fait. Et vous n'êtes pas rendu compte, parce que votre traitement marche bien. Et en fait, il faut remettre les choses, comme on dit, moi je dis souvent à mes internes, il faut expliquer aux gens combien ça coûte le système de santé et comment ça marche, parce que sinon les gens, ils voient que les effets secondaires, quoi. Voilà. Et en fait, ils ne se rendent pas compte de tout le boulot qu'il y a derrière. Donc, au contraire, ben, plus il est vieux, plus il est compliqué, mieux c'est. Un patient qui a un BNP bas, qui est jeune, qui est dynamique, qui peut te surveiller, c'est là où il y a peut-être moins d'intérêt. Tu disais par ailleurs, insuffisant cardiaque d'un jour, insuffisant cardiaque toujours. Donc, y a-t-il des indications à arrêter la télésurveillance? Ah, alors ça, c'est une vraie question. Alors, c'est une vraie question et j'allais dire, c'est plus un débat philosophique. En fait, là où j'ai beaucoup de mal avec la télésurveillance, il y a quand même un truc où j'ai beaucoup de mal, c'est d'arrêter la télésurveillance. Pas moi, mais les patients. Et les patients sont très demandeurs de reprendre. Alors, ils me disent, ah non, mais juste 2 mois, un mois. Enfin, on a l'impression que c'est des gens qui sont en expulsion locative, quoi. Donc, très clairement, ce qu'il faut, c'est se dire, après, dans le cadre de la réforme de l'État, où on est dans un système un peu négatif au niveau financier, moi j'ai tendance à dire quand le patient est stabilisé et qu'il peut continuer à se surveiller et bien se stabiliser, donc au bout des 6 premiers mois ou de la première année, j'ai tendance à lui dire maintenant vous continuez votre surveillance, vous pouvez la faire vous-même et on arrête la télésurveillance. Pourquoi? Parce qu'on va la réserver à des patients plus sévères peut-être, hein. Je vous rappelle qu'actuellement en France, moins de 10% des patients bénéficient de la télésurveillance. Mais très clairement, je pense que quand votre patient est stabilisé, qu'il a un BNP normal, qu'il n'a pas été hospitalisé depuis un an, au total, ce patient-là, il a moins de 5% d'avoir une poussée d'insuffisance cardiaque. Donc ça fait quand même dépenser de l'argent pour un bénéfice moindre. Et moi, j'ai tendance à dire, un peu, je pense que ça doit être pareil pour le professeur Maillot, qui doit être débordé de patients, il faut que nous ayons ce concept de valeur ajoutée, non pas trop encore, il y a ce concept de valeur ajoutée, c'est-à-dire que nous devons nous focaliser sur les patients qui vont le plus bénéficier de nos soins. Au même titre que, voilà, moi je suis persuadé qu'un insuffisant cardiaque très très stable, il voit peut-être plus son généraliste que son cardiologue. Merci Patrick. Une autre question, dans les recommandations FC, la télésurveillance invasive et non invasive ont le même niveau en termes de grade. Pour la télésurveillance invasive, elle n'est pas remboursée en France. Qu'en Non. est-il et comment expliquer cette différence pour l'instant? Ben, en fait, parce que la vraie question, c'est que les premières études qui ont été faites sur l'invasive étaient assez intéressantes, mais portaient sur un nombre très limité de patients. Donc, genre, on était à 300 patients. Alors, évidemment, ça fait des courbes qui font comme ça. Comme c'est une première, c'est dans le New England. Mais au total, ce qui est très compliqué, c'est que c'est très lourd, très cher. Et puis, quand vous avez cette télémonitoring invasif, c'est comme quand vous avez un défibrillateur à 20 ans, quoi. Il faut le changer tout le temps. Puis vous avez un risque d'infection.
Puis après, quand vous avez 4 sondes à côté, vous faites quoi? Et puis, encore une fois, on est dans un traitement qui est relativement à court terme, c'est-à-dire qu'on montre des effets à court terme. On ne sait pas ce que ça donne à long terme, puisque ce qu'on optimise, c'est surtout le régime de pression dans l'artère pulmonaire. Et donc, en fait, quand tu fais ça, tu vas optimiser les diurétiques, mais pas les traitements de fond, ou peu les traitements de fond. Et le deuxième élément, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner au long cours d'avoir des appareils qui sont dans l'artère pulmonaire pendant 30 ans. Donc, ça pose un vrai problème. Et puis, effectivement, le problème, c'est un problème de sous. C'est combien on peut dépenser en matériel. Je vous rappelle un élément quand même assez important, c'est que quand vous avez un patient en prévention primaire et que vous voulez éviter un infarctus avec les statines, ce que je trouve très bien, moi-même je suis sous statine, mais ça vous coûte 800 000 € par infarctus évité. Voilà. Donc il y a une vraie question. Après, encore une fois, les grades des recommandations suivantes, savantes, c'est qu'est-ce qu'on a comme preuve et qu'est-ce qu'on peut donner. Après, maintenant, on a des épreuves de vraie vie dans la population française et qui montrent à quel point ça marche. Et ce que je trouve très très important, vous voyez, c'est toujours ce qu'on appelle le NNT, le nombre de patients à traiter pour éviter un événement. Ben, là, dans les dernières études, vous avez besoin de traiter 5 patients pour éviter un événement. Genre, à ma consulte, moi j'ai 15 insuffisants cardiaques, j'ai inclus 15 patients, j'ai sauvé 3 vies. C'est ça la réalité. Et donc, je veux dire, on est là en train de se focaliser. Ah, j'ai pas prescrit mon petit Arni. Ah, j'ai pas mis ma glyphosine. Surtout, gars, occupe-toi de la télémédecine. La solution est globale. Voilà. Et je crois que ça, c'est vraiment un élément important. Alors, la télémédecine, au début, c'est un petit investissement. C'est comme quand vous voulez faire du rallye, quoi. Au départ, il faut apprendre à conduire. Mais après, franchement, vous avez plaisir à chaque virage. Voilà. Et très clairement, moi, avec mes patients, ça a fait rentrer mes patients dans le cercle de confiance des soignants. Voilà. Alors, regardez pas mon beau-père et moi parce que ça fait un peu cercle de famille, mais dans l'absolu, l'idée, elle est là. C'est transformons notre patient en notre meilleur collègue. Et moi, quand le patient il m'appelle, il me dit docteur, c'est pas green. Ben, je dis bah ok. Voilà. Oui, j'ai bien aimé ça, là, la télésurveillance qui devient notre meilleur collègue. Ça devient, lorsqu'on met un patient, enfin dans notre expérience avec le week-end, ça devient lorsqu'on met un patient sous télésurveillance, un patient qui rentre pour une surveillance globale, adaptée sur mesure, comme tu le disais, et ça devient l'axe central de la prise en charge. C'est la télésurveillance qui va guider le nombre de consultations de suivi, qui va Exactement. téléguider l'optimisation du traitement, qui va téléguider d'éventuelles nouvelles hospitalisations ou nouvelles consultations. Donc c'est C'est vraiment ça. très important. En effet, c'est notre collègue qui nous dicte un petit peu quoi faire. En fait, l'idée, c'est que du coup, si tu veux le côté, je vous verrai dans 6 mois systématiquement, comme si c'était un contrôle fiscal et qu'on le voyait, ça n'existe plus. C'est je vous verrai quand il y aura besoin. Donc, une fois que le patient est optimisé, mais il faut l'optimiser, je dirais, ben, tant que vous êtes en télésurveillance, que vous êtes bien, qu'il n'y a rien de nouveau, pourquoi je vous verrai dans l'année? Voilà. Et donc, je crois que ça, c'est vraiment important. Et je crois qu'il faut travailler sur cette notion-là ensemble et se dire que finalement, moi, je vois bien, parce que je travaille beaucoup avec des infirmières de pratique avancée. Et globalement, je veux dire, les infirmières de pratique avancée avec qui je travaille, c'est elles qui me gèrent mes patients, le suivi, le machin, le truc. Donc, il y a également cette notion de travail d'équipe. Et puis, moi, j'allais dire, vous le savez tous, parce que vous travaillez tous avec des collègues, il faut penser en équipe. Il faut arrêter de penser moi tout seul, je suis Dieu et c'est moi qui manage tout. C'est on est en équipe et puis on gère les patients. Ceux qui sont vraiment experts verront les plus sévères et comme ça ils auront le temps d'en voir. Et ceux qui sont peut-être un peu moins experts, un peu plus juniors, un peu machin, verront des patients peut-être un peu moins sévères, un peu plus souvent. Et voilà. Mais l'objectif, encore une fois, c'est que nos patients soient mieux et que surtout on ne se dise pas je vais me donner du temps. Parce que chaque fois qu'on se dit je me donne du temps, c'est le patient qui prend le risque. Hein. Oui, Pensez-y. Hein. tout à fait. D'ailleurs, le problème, tu en parlais, c'est qu'on dit du bien de la télésurveillance, on a les preuves maintenant que ça marche, mais tu nous disais que 10% des patients uniquement étaient télésurveillés. Quel est le frein majeur à cette télésurveillance de l'insuffisance cardiaque? Est-ce que c'est que le début et que ça va augmenter progressivement ou est-ce qu'il y a un frein quelque part? Tu sais, c'est comme d'habitude. Alors, on est entre nous. Hein, je parle pour les collègues qui nous écoutent. Donc, on pourrait être franc et dire le principal critère que moi j'ai vécu. Hein, je parle dans mes équipes. Hein, c'est la flemme. C'est changer nos habitudes, dire non mais moi je suis le meilleur cardiologue de la Terre, enfin je parle pas de moi, hein. Et du coup moi j'ai besoin de rien parce que mes patients ils vont bien. Et ça me rappelle quand on a lancé le BNP, alors je suis désolé, ça fait un peu vieux quand je dis ça, mais le premier topo que j'ai fait sur le BNP dans un CHU qu'on ne citera pas à Paris, les gens en sont venus aux mains.
en disant mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise qui dit que le biochimiste est meilleur que le cardiologue? Ça, c'est vraiment une connerie, ça peut pas arriver. Et là, clairement, la télémédecine, c'est pareil. C'est de dire, on est tous bons. Et je comprends pas parce que moi, mes patients, ils sont pas réhospitalisés. Ou quand ils sont hospitalisés, c'est qu'ils sont trop graves. Et en fait, tu t'aperçois que il y a une tonne de patients que tu vois pas, parce que déjà, plus un patient cardiaque sur deux n'est pas hospitalisé en cardio. Donc, hommage à notre collègue interniste, hein, par exemple, hein, ou au collègue gériatre. Donc, toi, tu vois même pas qu'il était hospitalisé. Et puis, tu dis, tiens, il est pas venu à son rendez-vous. Oh là là, vraiment, il fait chier avec ses lapins. Ben, non, c'est que quand il est pas là, c'est qu'il est mort, hein. Donc, voilà, je pense qu'il faut parler franc. C'est un petit investissement au départ, mais comme on s'est tous investis dans l'échographe, enfin, c'est pareil. Avant l'échographe, on faisait très bien avec les stétos, hein. Bon, là au moins on n'avait jamais de problème, on n'était jamais contredit par les jeunes. Et puis maintenant qu'il y a l'échographe, on s'y est tous habitués. Ben, la télémédecine, il faut s'y habituer, c'est tout, hein. Mais c'est un plus pour nos patients. Tout à fait, on est tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment une motivation extrême. C'est difficile, mais c'est très payant pour les Ouais. patients. C'est extrêmement. Et puis il faut le faire en groupe de façon sympa, c'est-à-dire, voilà, vous êtes Exactement. dans un Ouais, coin, ouais. même si vous êtes isolé, ben, vous trouvez un collègue qui sait faire, vous dites, ben, tiens, comment tu fais? Puis si j'ai une question, je peux te poser la question. Moi, voilà, j'aimerais bien faire ça avec Pierre, j'aimerais bien faire ça avec Monsieur Maillot, et interniste, il pourrait. Et donc, voilà, l'idée, c'est de travailler ensemble et de ne pas être stressé, de ne pas se dire, oh là là, j'ai peur parce que je vais devoir gérer une alerte sur le télésiège de Chamonix. Non, ça m'est jamais arrivé. Bon, je vais pas tout le temps à Chamonix. Mais au total, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, en faisant ça, vous gérez beaucoup moins d'alertes et d'appels à votre secrétariat qu'au dernier moment, quoi. Tout à fait. Le plus dur dans la télésurveillance, c'est de s'y mettre. Une fois qu'on a fait le premier patient, on a Là, envie. souviens-toi, au début, quand on a commencé, si tu veux, personne ne savait que ça allait marcher, la télésurveillance. Ouais, Et on s'est dit, et nous, on a abordé la télésurveillance en se disant, en fait, on va d'abord former le patient, on va d'abord l'éduquer, et on s'est dit, bah, en plus, on va le surveiller. Et en plus, on va l'inclure dans sa surveillance. C'est ça que je trouve beau comme idée dans ce truc-là. On n'est pas parti d'un outil technique à Saint-Glinglin, machin, truc muche, à la française, genre le plan calcul ou je sais pas quoi. Non, non, on est parti d'un truc de vrais gens qui soignent des vrais malades. Soyez des vrais médecins. C'est le mot que je dirais. Merci beaucoup, Patrick. Quelques questions pour le professeur Maillot à présent. Il est vrai que nous, en tant que cardiologue, bon, les cardiopathies hypertrophiques, les cardiopathies dilatées, on va le plus souvent vers des diagnostics qu'on évoque et qu'on peut définir avec de l'imagerie qu'on a derrière nous. Mais il y a sûrement des pathologies beaucoup plus rares qui sont à l'origine de cardiopathie métabolique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? moi, les citer. Bah, disons que oui, là, j'ai centré sur quasiment 3 maladies parce que je me suis dit, c'est sûrement ce qu'il y a de plus pragmatique et rentable, hein, mais effectivement, bon, vous avez vu, j'ai cité le chiffre de Hum. 246 maladies chez l'enfant. Donc ça donne le vertige. Après, chez l'adulte, il y en a d'autres, oui, mais qui sont exceptionnelles. Bon, par exemple, je vous donnais peut-être 2 exemples. Le, Par exemple, je vous ai dit que le cœur consommait beaucoup d'acides gras à l'état normal. Eh bien, il faut bien imaginer que si vous avez un déficit sur l'utilisation, donc l'oxydation de ces acides gras, eh bien, ça va très mal vite se passer au niveau cardiaque. Ça se passe mal au niveau musculaire, mais également cardiaque. Mais c'est pas tout à fait, ça donne pas fondamentalement de cardiomyopathie pour le coup. Mais ça peut donner par contre des grands tableaux de rhabdomyolyse aiguë, insuffisance cardiaque aiguë, trouble du rythme. C'est des tableaux très très graves, hein. Et c'est là que justement j'ai cité l'ammoniémie monte, enfin etc. C'est un orage, hein, ces maladies. Et là, il faut les prendre en charge en urgence. Malheureusement, c'est ça, c'est qu'on voit que bah, nous, il y a des gens qui décèdent parce que dans les maladies métaboliques, on peut facilement inverser la tendance. Par exemple, il y a des gens, nous on a vu, on a diagnostiqué tardivement ce type de maladie, mais ils avaient déjà fait des accès. Et ce qui les a guéris, c'est la perfusion de glucosé à l'usique, tout simplement. Et les gens perfusant du glucose ont guéri les malades sans le savoir. Hum. Voilà. Mais c'est très rare quand même, hein, d'accord? Il y a la maladie de Danone dont j'ai parlé aussi. Alors bon, c'est Pierre, hein, rien à voir avec les yaourts, hein, c'est une maladie avec retard mental, il y a une atteinte musculaire aussi. Et puis, mais malheureusement, à l'inverse des maladies
la bêta-oxydation des acides gras, on sait les traiter. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas facile, mais on sait les traiter. La maladie d'Hannon, il n'y a pas de traitement. Moi, j'en suis un seul, il est transplanté cardiaque. Hein, il a été transplanté cardiaque à 16 ans. Voilà, et c'est un peu ça. Bon, voilà, il y a une liste qui est faramineuse en réalité, mais moi, j'ai voulu donner un message simple. Rapidement, on a encore 2 questions. Les maladies mitochondriales sont-elles traitables? Alors, non. Non, c'est aujourd'hui, alors il y a quelques essais thérapeutiques avec, en utilisant des différents concepts, d'autres voies métaboliques, mais globalement, c'est assez désespérant pour l'instant. Néanmoins, nous, on insiste sur l'intérêt diagnostique, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de thérapeutique qu'on ne peut pas prendre en charge les patients. Prenons un exemple, si un sujet a une cardiomyopathie mitochondriale avec une insuffisance cardiaque, il lui faut les traitements de l'insuffisance cardiaque. Et je dirais même, parce que j'ai été convaincu, il lui faut de la télésurveillance. Cool. Bien entendu. Voilà. Et puis, il y a le dépistage familial, le conseil génétique. Tout ça, c'est important hein, à l'échelle des familles. Hein. Ça, c'est vrai. Par rapport à la maladie de Fabry, on avait une question. Est-ce que le traitement global de la maladie de Fabry a une incidence positive sur le myocarde? Oui. Est-ce qu'en traitant cette maladie, il y aura quand même quelque chose de significatif? Oui. Ben, je l'ai montré, je suis allé vite là sur le terrain mapping. On peut, alors c'est un intérêt, c'est qu'on peut même le quantifier, mais moi, bon, alors, c'est plutôt mon collègue Adrien Bigot au CHU de Tours qui suit les maladies de Fabry, mais moi j'en suis aussi. Et le premier patient, il a été diagnostiqué par un cardiologue de Blois et qui me l'a envoyé avec une masse, je ne sais plus exactement les chiffres, une masse ventriculaire gauche augmentée, qui a vraiment régressé avec l'enzymothérapie, hein, les perfusions. François, avant de terminer, j'ai une dernière question quand même. Nous sommes à Tours, mais ce soir, on a de très nombreux cardiologues de toute la France. Y a-t-il d'autres centres de compétences pour les maladies métaboliques? Oui, le maillage territorial. Si vous cherchez les centres de référence, il faut regarder la filière G2M, donc c'est groupement de maladies métaboliques. Vous tapez G2M dans Google et vous trouvez tous les centres. Alors, des centres de référence, il n'y en a que 8, mais des centres de compétences, il y en a à peu près dans presque, je dirais, dans tous les CHU de France. D'accord. Donc, il ne faut pas hésiter donc à contacter et à chaque fois dans le service de médecine interne, évidemment. Ah non, pas toujours. Des fois, ça reste dans la pédiatrie, l'endocrino, la neuro, c'est très variable. Okay. Très bien. Eh bien, écoutez, on attend juste Pascal, je crois qu'il allait chercher éventuellement une autre question parce que son ordinateur était a priori. En attendant, j'ai une petite question du coup, juste pour Monsieur Maillot. Sur le patient âgé, alors on n'est pas vraiment dans le métabolique, mais est-ce que vous conseillez de faire systématiquement chez tous les patients avec une cardiopathie hypertrophique, ou en plus de la recherche de l'amylose bien sûr, mais électrophorèse des protides, immunoélectrophorèse des protides, ou pas pour le myélome ou d'autres maladies de ce type-là, en plus des CPK? Non. Non. Pour l'amylose primitive, oui, mais c'est pas en général, c'est pas ce type d'amylose qu'on trouve prépondérante au niveau cardiaque, donc. Normalement, non. Plutôt la scintigraphie, oui. Plutôt la scintille LIL. Oui, qui est quand même très rentable. Hein. Ouais. Mais nous, c'est un élément qu'on a vraiment lancé, en l'occurrence, sur le CHU, en particulier avec la scintille. Et c'est vrai qu'on trouve des patients. Hein. Franchement, on trouve des patients et puis on le voit très facilement. Là, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour faire le diagnostic. Oui. Et c'est vrai que ça aide, hein, parce que, en plus, pour nous, ça a une différence, c'est que c'est des patients, par exemple, qui vont très mal tolérer les bêta-bloquants. Et donc, comme moi, j'aime bien les bêta-bloquants, je recherche systématiquement. Ah ben voilà, ça y est, la question. Pas d'autres questions, semble-t-il. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs, et François et Patrick, pour ces 2 topos dynamiques, didactiques. Merci. Qui nous incitent et à rechercher des maladies métaboliques parfois, et à faire de la télésurveillance tout le temps. Oui. Voilà. Merci, bon courage. Merci à l'équipe eDevice et tout cas pour l'organisation. Et j'espère refaire avec vous un webinaire très prochainement. On vous tiendra au courant. Avec plaisir. Bonne soirée à vous tous. Merci, au revoir. Merci à tous.